Alors, comme ça a été rappelé par un certain nombre d'intervenants précédents, le système éducatif français est parmi les plus inégalitaires au sein des pays de l'OCDE. C'est une chose assez connue. On sait un peu moins fréquemment, enfin on sait un peu moins que le système éducatif français est aussi celui qui produit les élèves les plus anxieux. Et cette anxiété et ces inégalités sont évidemment subies particulièrement par nos élèves de milieux populaires. Ça se traduit chez eux par moins d'implication, moins de persévérance. Ce sont des élèves qui donnent peu de sens à leurs apprentissages. Et enfin, ce sont aussi les élèves qui sont les moins attachés à leur école. Alors on peut évidemment facilement comprendre ou saisir qu'un tel état d'esprit puisse engendrer ou se traduire par du décrochage. Le décrochage, ce sont des sorties précoces et surtout sans diplôme du système éducatif. Alors que faire pour lutter contre un tel phénomène ? Au sein de nos établissements, lycées généraux, professionnels, technologiques, il y a des choses qui se font au quotidien et qui produisent des effets. Mais il est aussi parfois nécessaire d'avoir des interventions plus curatives en fait. Dans les deux cas, ce qui lie les deux types de dispositifs, c'est une attention particulière à la dimension éducative et à la fonction éducative finalement du travail des enseignants. Donc on va vous présenter des dispositifs qui relèvent de la prévention, puis des dispositifs curatifs. Donc on va commencer par la prévention et je vais donner la parole à Hélène. Alors effectivement, la prévention s'adresse aux décrocheurs, ces élèves à la scolarité précaire qui n'entretiennent qu'un lien ténu avec l'école. Alors ce ne sont pas particulièrement des perturbateurs. Certains multiplient des absences alors que d'autres présents ne trouvent pas de sens à leur apprentissage, s'ennuient. Une chose est sûre, c'est qu'ils manifestent d'une manière ou d'une autre une certaine souffrance scolaire. Alors, il existe effectivement au sein de notre système éducatif des dispositifs qui nous permettent de redonner du sens à leur apprentissage et donc de lutter contre le décrochage scolaire. Nous avons décidé de vous en présenter deux aujourd'hui et je commencerai par celui que j'ai eu l'occasion d'expérimenter lorsque j'étais enseignante en lycée professionnel l'année dernière encore, le SAS, qui est le suivi et l'aide à la scolarité. Alors, il s'agit d'assurer à des élèves repérés en grande difficulté pédagogique et éducative un lieu identifié dans l'établissement et un temps d'accompagnement personnel afin de leur permettre de souffler, de faire une pause, de réfléchir sur leur blocage, les difficultés qu'ils peuvent rencontrer, afin de leur permettre de revenir dans leur classe dans de meilleures conditions de réussite scolaire ou de retravailler un projet d'orientation. Alors, dans un premier temps, l'élève est reçu par son professeur principal, accompagné de sa famille. Ils déterminent ensemble des objectifs pédagogiques et éducatifs précis. D'ailleurs, l'élève signera un contrat d'engagement. Puis, l'équipe éducative, ce sont des volontaires, se mobiliseront autour de la problématique de ce jeune sur une période d'une semaine. À l'issue de cette période, un bilan sera fait avec l'élève et sera transmis à la fois à sa famille, mais également à l'ensemble de ses professeurs. Vous l'aurez compris, il s'agit de considérer le projet global de l'élève, bien sûr au point de vue scolaire, mais également au niveau personnel. Alors, un deuxième dispositif va vous être présenté par Farid à travers le témoignage d'un de ses élèves, Nicolas. Oui, Nicolas, c'est un élève qui est scolarisé cette année en première ES. C'est un élève qui a bien commencé l'année, qui participait régulièrement en classe, qui obtenait des résultats honorables à l'écrit, qui a pour projet de devenir infirmier. Et au cours du premier trimestre, on a vu son rapport à sa scolarité se dégrader progressivement avec des absences de moins en moins perlées, des altercations parfois un peu vives avec des membres de l'équipe pédagogique, un changement de place physique au sein de la classe, puisqu'il allait se mettre dans le fond.
Donc ça a été repéré collectivement au moment du conseil de classe et on a décidé de le cibler. Alors c'est un terme qui est un peu impropre, mais en fait ça consiste en fait à ne pas envoyer le bulletin à la famille, mais à le leur remettre en main propre. Le but étant de provoquer un entretien avec la famille et dans la mesure du possible avec le jeune, là en l'occurrence Nicolas. Donc au moment de cet entretien avec le professeur principal, Nicolas a fait part effectivement de son mal-être à l'école, le sentiment que les autres se moquaient de lui quand il participait, et il expliquait finalement voilà, qu'il fuyait un peu l'école pour ces raisons-là. L'entretien a permis aussi de révéler d'ailleurs des problèmes relationnels avec la famille. Donc on a pu mettre un petit peu toutes ces choses-là à plat et le remobiliser sur son projet, en fait, qui est un beau projet, celui de devenir infirmier. Et on a convenu finalement de faire le point 4 semaines plus tard avec l'idée qu'on ne se reverrait qu'avec l'élève, que le professeur principal et l'élève si les choses s'amélioraient, ou que l'on ferait revenir la famille s'il y avait une stagnation ou même une dégradation de la scolarité de Nicolas. 4 semaines plus tard, on a plutôt enregistré des progrès. Alors, certes fragiles, mais les absences ont été divisées par 2. Il n'y a eu plus aucun incident avec des collègues de l'équipe. Ce qui prouve, en fait, on voulait vous parler de ces dispositifs-là, qu'au fait, au sein de nos établissements, il y a des choses qui se font au quotidien et qui fonctionnent. La prévention donc, produit des effets intéressants. D'ailleurs, la proportion de décrocheurs diminue continuellement. Néanmoins, certains élèves décrochent encore aujourd'hui, sortent du système sans qualification ni diplôme, et c'est encore plus dramatique aujourd'hui dans la mesure où l'accès au diplôme est désormais indispensable pour obtenir un emploi stable. Donc il est nécessaire de mettre en place des mesures curatives, et c'est ce dont nous allons vous parler maintenant à travers l'exemple du micro-lycée de l'Académie d'Évreux qu'Hélène va présenter. Alors, le micro-lycée, effectivement, permet aux décrocheurs avérés le retour à l'école. Alors, aider ces élèves implique nécessairement des pratiques pédagogiques innovantes, mais également un temps dédié à la dimension éducative de nos missions. Outre le temps qui nous est imparti pour transmettre un savoir, nous avons également un temps inscrit dans nos services qui nous permettent d'accompagner individuellement chaque élève. Alors, le micro-lycée a bien sûr ses spécificités. L'une d'entre elles, c'est cette salle d'accueil que nous avons en commun avec les élèves. Nous n'avons plus de salle de professeurs. Alors, c'est une salle qui nous permet d'échanger quelques mots autour d'un café, de bons moments ensemble. Également une salle commune sans partager particulièrement la même activité. Alors certes, cette pratique peut paraître déroutante, mais pour nous, c'est vraiment un outil qui nous permet de faciliter le retour à la scolarité. C'est aussi un sas avant de rentrer en cours, ou parfois un lieu de refuge lorsque nous avons un besoin, lorsqu'un de nos élèves a besoin de quitter les cours. C'est un outil également éducatif dans le sens où ça nous permet de voir évoluer nos élèves autrement que dans la salle de cours, et donc nous permet également d'obtenir des informations très riches pour ce qui concerne notre travail d'accompagnement individuel et éducatif. Alors, une deuxième spécificité du micro-lycée, c'est cette réunion d'équipe que nous avons toutes les semaines, appelée la réunion de concertation. Oui, donc au sein du micro-lycée, il y a une réelle reconnaissance de la pluralité des missions des enseignants, et notamment l'importance du travail collectif, en fait. Donc on a cette réunion hebdomadaire de concertation qui permet de réunir l'ensemble de l'équipe. Alors, elle apporte 2 choses assez importantes, en fait. La première chose, c'est qu'elle favorise la construction d'un collectif, d'une équipe, et donc l'intégration des enseignants qui s'y sentent reconnus et, dans une certaine mesure, protégés, puisqu'ils peuvent échanger sur leurs difficultés, ce qui permet d'échapper à une certaine forme de solitude qu'on peut avoir parfois dans le cadre de nos activités dans nos lycées ou collèges. Le deuxième avantage de cette réunion, c'est qu'elle favorise un suivi très régulier des jeunes, puisqu'on peut échanger de manière pluraliste, en fait, puisqu'il y a un regard pluriel sur chacun des jeunes qui permet de s'échanger à ce moment-là. Donc de repérer les difficultés éducatives de ces jeunes,
et finalement de leur apporter une réponse très rapide. Ainsi, ces jeunes, qui sont en plus des jeunes qui sont dans une trajectoire de retour à l'école, qui sont l'objet d'une attention, et ce qui les aide à se sentir reconnus, et donc favorise leur retour et leur maintien en scolarité. Il y a une deuxième spécificité au micro-lycée, c'est l'importance que l'on accorde au tutorat. En fait, chaque enseignant, dans son temps de service, doit exercer une forme de tutorat, enfin du tutorat sur un groupe d'élèves, ce qui nous conduit un petit peu à décaler la posture enseignante, puisqu'on n'est plus dans la simple transmission du savoir, mais vraiment dans l'accompagnement global du projet d'un jeune, ce qui se traduit par un travail éducatif, évidemment. On peut les aider dans leur projet, à construire leur projet d'orientation, on peut les aider à redevenir assidus, à être capables d'assumer une charge de travail, à prendre confiance en eux aussi pour participer. Enfin, tout cet ensemble de choses que l'on fait souvent dans nos établissements d'ailleurs respectifs, mais parfois un petit peu dans l'urgence. L'avantage du micro-lycée et la manière du micro-lycée de l'Académie d'Évreux et la manière dont il fonctionne, c'est qu'il nous donne le confort finalement d'accompagner un jeune et de le protéger, puisque ça implique forcément une forme de bienveillance, et ce sur un temps qui est donc déduit de nos services en fait. Donc c'est une reconnaissance de ces missions, ce qui nous permet aussi d'individualiser évidemment le suivi, individualisation qui est aussi importante dans notre structure. Alors effectivement, il est toujours possible de faire des choses pour permettre à nos élèves de persévérer à l'école, mais c'est tout de même plus simple lorsque l'élève a un projet et qu'il fréquente une filière qu'il a choisie. Lorsque l'orientation est subie, il y a souvent ce sentiment de dévalorisation, ce manque d'implication qui malheureusement parfois débouche au décrochage. Au micro-lycée, nous avons un jeune homme prénommé Alan. Alan a une scolarité tout à fait classique jusqu'en 3e, est entré en seconde au lycée général. Et pour des raisons tout à fait personnelles, les résultats d'Alan ont chuté et il s'est vu orienté en première bac pro professionnel MEI, maintenance des équipements industriels. Alors lui qui était passionné de littérature et de langue étrangère, n'a pas réussi à trouver de sens à ses apprentissages, accumuler certaines absences et a fini par rompre totalement avec l'école. Alors Alan, après plusieurs mois d'errance, a décidé de reprendre le chemin de l'école et nous l'avons donc reçu en entretien au micro-lycée. Alors il a très vite manifesté ce désir de passer un bac littéraire avec pour objectif de poursuivre ses études supérieures généralistes. Alors certes, c'est un projet ambitieux, mais nous avons décidé avec l'équipe de lui donner cette seconde chance. Alors Alan, cette année, passera à la fois les épreuves de première, mais également les épreuves de terminale. Alors bien sûr, on espère vivement qu'il sera bachelier cette année, mais il sait aussi qu'il a 2 ans pour pouvoir passer son bac. Alors de toute façon, Alan nous dit déjà avoir beaucoup gagné, ne serait-ce qu'en estime de soi et le fait d'avoir renoué avec notre système éducatif. Alors, cela nous demande nécessairement d'individualiser nos apprentissages, mais nous pensons que chaque jeune devrait avoir la possibilité de progresser à son rythme, de pouvoir cheminer dans sa filière ou grâce à des passerelles bifurquer, plutôt que de devoir décrocher. Alors, l'individualisation des pratiques, la prise en compte des projets personnels, des projets de l'élève en lui-même, la coéducation, le travail en équipe, la bienveillance, c'est vers ce quoi nous devons nous tourner pour pouvoir construire une école inclusive, cette école qui nous permettrait de valoriser chacun de nos élèves. Oui, il est évident que l'école ne peut pas résoudre l'ensemble des problèmes socio-économiques que peuvent rencontrer nos jeunes. Par contre, il est aussi certain qu'il est sans doute possible de construire une école moins anxiogène, plus inclusive, une école dans laquelle chacun de nos jeunes serait reconnu par rapport à ses qualités, ce qu'ils savent faire, leurs compétences. Nous pensons que les dispositifs
qui sont mises en place au sein de notre micro-lycée, par exemple, hein, l'attention au tutorat ou l'importance du travail en équipe gagnerait sans doute à être peut-être généralisée pour favoriser une école plus conviviale dans laquelle finalement chaque jeune serait reconnu et ce qui nous permettrait finalement de tisser du lien et de créer une école qui soit vraiment une école commune ou l'école de tous. Je vous remercie. Merci.